Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fréquence Populaire. Si vous aimez ce que nous faisons, bien n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'en discuter autour de vous, c'est important. Et pour ceux qui en ont encore les moyens, malgré l'inflation et la crise généralisée, vous avez juste en bas de cette vidéo un lien vous permettant de faire un petit don de 5 €, ce qui nous permet de continuer à faire ce que nous faisons et allez savoir, de nous améliorer. Alors aujourd'hui, nous faisons le cycle sécurité et nous avons l'honneur de recevoir Michel Gandillon pour son livre Drugstore que vous voyez à l'écran avec une très très belle couverture, je trouve très réussie. Je peux le dire pour l'éditeur du Cerf, très évocatrice. Alors Michel, vous êtes un spécialiste français et international mondial. Des drogues, de leur production, de leur diffusion, du marché des drogues, si on peut s'exprimer ainsi. D'ailleurs, on va s'exprimer ainsi parce que c'est quelque chose que vous mettez en avant dans votre livre. Et c'est en cela qu'il est peut-être le plus intéressant, parce que vous dites que la drogue est devenue quasiment une marchandise comme une autre, parfaitement intégrée à la mondialisation néolibérale. Oui, parfaitement. Le marché des drogues déjà a explosé ces 20-30 dernières années. Le nombre de consommateurs a augmenté de 25% à l'échelle mondiale. Et le marché des drogues, c'est surtout un marché mondialisé. C'est-à-dire que l'essentiel des drogues qu'on consomme en Europe et singulièrement en France, que ce soit la cocaïne, la résine de cannabis ou les drogues de synthèse, beaucoup sont produites à l'étranger. Et on voit que la cocaïne, notamment, épouse parfaitement les routes de la mondialisation commerciale, puisque l'essentiel du trafic passe par le biais des porte-containers. Donc je l'appelle la marchandise clandestine de la mondialisation, c'est-à-dire que l'explosion des échanges a facilité sa circulation sur la totalité de la planète, et aujourd'hui particulièrement en France et en Europe où la consommation se développe beaucoup. Alors est-ce qu'on peut parler de commerce clandestin quand dans certains pays il est intégré au produit intérieur brut, alors que élever les enfants est intégré dans rien du tout? Oui, alors il est vrai que l'Union européenne a voulu mesurer les économies, l'apport au produit intérieur brut de l'économie des drogues. Alors je dis en passant que les évaluations les plus sérieuses dont on dispose chiffraient l'économie des drogues en France à une moyenne de 4 milliards en 2017, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, donc c'est une proportion relativement marginale du produit intérieur brut, mais à l'échelle du crime organisé, 4 milliards, voire 6 milliards pour la fourchette haute, c'est quand même considérable. Alors un des sujets qui nous intéresse, évidemment, c'est la reconquête de la souveraineté. Vous soulignez que moins de souveraineté, quand il s'agit de drogue, signifie beaucoup moins de moyens de contrôle. Alors, mon livre est aussi un livre sur la question de la souveraineté. On n'en parle pas beaucoup quand il s'agit du crime organisé, mais c'est une erreur. On a tendance à se focaliser dans les milieux souverainistes sur la question de l'Union européenne, c'est-à-dire la perte de la souveraineté par le haut, par la perte de contrôle de nos frontières, par la perte de contrôle de la monnaie, par la perte du contrôle du budget de la France. Mais il y a une perte de souveraineté qui est insidieuse, qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, dont on ne parle jamais, c'est la perte de souveraineté par le bas, et notamment par l'implantation des réseaux criminels sur des fractions grandissantes du territoire de la France, qui fait que dans certaines zones, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître, hélas, que l'État n'a plus le monopole de la violence légitime, qu'il la partage en tout cas avec des bandes criminelles, et que cet aspect de la disparition de la souveraineté de l'État français sur certaines zones du territoire est grosse menace pour l'avenir de la cohésion nationale de notre belle République. Le trafic de drogue, c'est un des problèmes de ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République. Et avec tout ce qui défraie la chronique, certains trouvant que c'est quasiment la guerre civile, d'autres qu'il s'agit de petits faits divers secondaires, mais absolument. On voit une augmentation nette
du nombre d'exécutions, souvent à la Kalachnikov, d'endroits où la police a du mal à rentrer, ou les pompiers, ou les médecins, ou même des gens qui sont a priori des assistants sociaux en aide aux populations. Donc une vraie séparation de certaines zones. Oui, alors vous faites allusion au territoire perdu de la République, le livre excellent par ailleurs de Gérard Bensoussan, qui parlait lui plutôt de la question de l'islam politique qui se développe dans ces quartiers. Mais je dirais que la question des trafics de drogue est une question complémentaire. Des chercheurs autres que Bensoussan en ont parlé, je pense à Gilles Kepel ou à Micheron. Ce problème de développement en France d'enclave, d'un régime d'enclave à la fois islamiste et à la fois sous contrôle des trafiquants de drogue. Et bien sûr, c'est un problème parce que ces enclaves, leur progression est très importante en France depuis 20-30 ans. Le phénomène, je l'explique dans le livre, a commencé à la fin des années 70 et au début des années 80. Dans les années 90, la direction des renseignements généraux estimait le nombre de quartiers où étaient présents des trafics de drogue à environ 500. Aujourd'hui, on doit avoir largement dépassé les 1000 quartiers, voire 1300, puisque ça regroupe en général les quartiers de reconquête, pas de reconquête républicaine, des quartiers de la politique de la ville. Et puisqu'on voit une corrélation entre ces quartiers et effectivement la présence de trafic de drogue, donc le problème s'est beaucoup aggravé. Et vous avez parlé effectivement des problèmes que ça pose pour les habitants, mais aussi pour tous les agents des services publics qui tentent d'y pénétrer, que ce soit les policiers, les pompiers, les agents d'EDF, des postes, etc. Donc en fait, on est en train d'assister à une sorte de tiers-mondisation, c'est-à-dire que des phénomènes qu'on pensait réservés, alors même si en termes d'ampleur, ils n'ont rien à voir, mais des phénomènes qu'on pensait réservés à des pays de ce qu'on appelait le tiers-monde, des pays comme le Mexique, la Colombie, avec des zones grises qui se développent, on est en train de l'expérimenter. Et d'ailleurs en Europe, pas seulement en France, mais vous avez entendu parler de ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique, avec les histoires de micro-mafia. Beaucoup d'États qui s'inquiètent de leur devenir de narco-États, du fait des quantités phénoménales de drogue qui arrivent, et notamment pour la Belgique et la Hollande, via les ports d'Anvers, autre effet de la mondialisation. Est-ce que vous décrivez aussi, donc, lié à cela, c'est les problèmes de corruption et de pression sur le personnel politique? Est-ce qu'on bascule dans un narco-État quand le criminel peut faire pression sur le politique au point de lui faire accepter des choses qu'il n'aurait pas acceptées précédemment? Absolument. Alors, il est très difficile aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études et de recherches sur la question de la corruption en France, donc on est obligé de se fonder sur les cas qui apparaissent et qui font la une des journaux. Et on peut dire aujourd'hui que, effectivement, en première ligne par rapport à ces organisations de trafic implantées territorialement, ce sont logiquement les municipalités. On a eu un certain nombre d'affaires. Alors, bien sûr, la situation est caricaturale dans la ville de Marseille. On a eu où les pactes criminels avec le milieu remontent à très loin. Hein. Je parle de l'après-Seconde Guerre mondiale et des pactes avec les familles Guérini et Gaston Defferre. La droite comme la gauche, d'ailleurs, étaient compromises dans ces pactes quasi mafieux, même s'il n'y a pas de mafia au sens italien du terme en France. Mais aujourd'hui, ça c'était la French Connection. C'était la French Connection, c'est ce qu'on appelait les filières corso-marseillaises. On peut être légitimement fier parce que la France, dans les années 60, était un des plus gros producteurs d'héroïne au monde. Même en ça, on était meilleur à l'époque. En termes de commerce extérieur, bien meilleur qu'aujourd'hui. On a fait un beau film avec Belmondo et Delon, voilà, tiré d'un livre de Gene Sacomano, d'ailleurs, qui s'appelle Bandit de Marseille, qui est d'ailleurs intéressant, que j'ai lu. D'ailleurs, c'est intéressant. Alors, vous faites une digression intéressante sur le livre de Sacomano. Il cite les règlements de compte à l'époque de la Pax Guérini dans les années 60. Et on voit que Marseille était une ville relativement paisible, puisqu'il y avait 6-7 règlements de compte au début des années 60 par an, comparé aux 50 d'aujourd'hui. Mais enfin, on ne va pas être nostalgique de la période Guérini. Et donc, les phénomènes de corruption, bien sûr, ont toujours existé, singulièrement à Marseille. Mais là, ça se répand. On a eu des affaires, alors y compris assez graves à Marseille. Une des plus graves, ça a été l'affaire Sylvie Andrieux, qui était quand même vice-présidente du conseil régional des Bouches-du-Rhône, qui était sénatrice du Parti socialiste. Et ce qu'on voit, c'est une sorte de corruption politique, c'est-à-dire que
les politiques, pour obtenir des voix, vont s'appuyer sur les caïds de quartier qui ont les moyens d'influencer et de dire pour qui il faut voter, en leur versant des subventions tirées de la politique de la ville. Cette dame avait dilapidé près de 700 000 euros de financement et l'avait distribué à des associations proches de certains caïds de la drogue. Et ce phénomène, on va le retrouver dans beaucoup de villes, notamment en Seine-Saint-Denis. Je conseille à vos lecteurs de lire Didier Daninx, qui a écrit un petit livre en forme de témoignage qui s'appelle « Banlieue naufragée », et qui est un témoignage saisissant sur la situation à Aubervilliers, à Bagnolet, à Bobigny, dans certaines villes de la Seine-Saint-Denis. Il y a eu récemment l'affaire de Canteleu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. C'est une commune au nord de Rouen, de 15 000 habitants, où le maire a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Moi, je ne pense pas que dans cette histoire, il y ait eu vraiment de corruption, mais je pense que le maire en question avait peur de la pression des trafiquants. La pression était telle qu'elle cédait à toutes leurs revendications. À savoir, quand elle voulait installer des caméras de surveillance, les trafiquants téléphonaient à la mairie et lui disaient « Non, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas ci ». Et donc, les policiers qui enquêtaient sur ce réseau de trafiquants qui importait à Canteleu de la cocaïne et de l'héroïne achetées sur le marché de gros de Seine-Saint-Denis, étaient surpris de voir l'ampleur et l'intensité des contacts entre eux et la mairie. Donc voilà, ces phénomènes, on peut penser qu'ils sont de plus en plus présents. On n'a pas les moyens de les quantifier. Mais quand on réfléchit au fait que le chiffre d'affaires des drogues aujourd'hui, c'est 4 milliards à 6 milliards d'euros en 2017, et on peut imaginer, vu la progression du marché de la cocaïne en France depuis 2017, que ça doit être un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. On voit que les moyens de la corruption sont très importants et croissants. Mais est-ce que vous ne montrez pas que, en fait, là, il y a contrairement à l'époque des Guérini ou des Gaston Defferre, ou même des exemples que vous donnez, par exemple, dans cette municipalité, est-ce qu'il n'y a pas une corruption au cœur de la matrice avec la financiarisation de l'économie et le phénomène de blanchiment d'argent, et donc vraiment au cœur des systèmes bancaires internationaux qui permettent, s'il y a un trafic international dont le volume financier est colossal, hein, vous avez dit 4-6 milliards pour la France, mais pour le monde c'est immense, il faut la complicité d'un système bancaire, sinon ça ne marche pas. Oui, absolument. Alors les évaluations du chiffre d'affaires mondial des drogues, c'est à peu près 600 milliards d'euros. De dollars, donc c'est relativement conséquent. Il y a eu des scandales, hein, effectivement, de blanchiment d'argent, notamment une des banques qu'on retrouve fréquemment, c'est HSBC. HSBC, oui, ils ont l'air de mettre des pions dans tous les trucs pourris. Ils sont apparus pendant les guerres de l'opium au 19e siècle, où ils finançaient les trafiquants d'opium vers la Chine. Donc eux, ils sont dans le coup depuis quasiment le début de cette histoire. Il faut rappeler l'importance des guerres de l'opium dans la genèse du phénomène mondial des drogues, on y reviendra. Et donc HSBC avait été mise en cause par la justice américaine pour blanchiment de l'argent des cartels mexicains via ses filiales. Donc aujourd'hui, la problématique en France, effectivement, c'est 6 milliards d'euros à blanchir. Vous tenez un point de deal à Marseille qui dégage 30, 40 000, 50 000 euros par jour d'argent liquide. Il faut toute une organisation pour essayer de blanchir. Sachant qu'à Marseille, l'année dernière, on estimait le nombre de points de deal à 128, 130. Multiplié par 30 000 euros, multiplié par 300, ça fait des millions d'euros à blanchir. Et donc, c'est un exercice relativement complexe, qui fait appel à des méthodes alors qui peuvent être soit relativement rudimentaires, et soit pour les dirigeants des trafics, les grossistes, ceux qui ont les capacités d'importer des tonnes de résine de cannabis, de cocaïne, ceux qui brassent beaucoup d'argent, là des méthodes beaucoup plus sophistiquées. Il y a une affaire intéressante dans la région de Marseille qui montrait comment ça fonctionnait, la porosité entre le tissu économique local et l'argent de la drogue, puisque cet argent sert à financer notamment des entrepreneurs du BTP qui ont besoin d'argent liquide pour payer leurs clandestins sur les chantiers.
Et donc, l'argent, le cash, ils le prennent. En échange, ils font des factures bidons facturées à des sociétés écrans. Et l'argent est blanchi et ensuite viré sur des comptes au Maroc, en Algérie ou à Dubaï. Donc, des sociétés écrans qui sont dirigées par ce qu'on appelle des sarrafs, des agents de change. C'est un terme qui veut dire agent de change dans la langue arabe. Des gens qui ont pignon sur rue, qui savent très bien manipuler l'ingénierie financière et trouver des solutions pour blanchir l'argent. Et un lieu aussi de prédilection du blanchiment de l'argent, c'est Dubaï, puisque le marché de l'immobilier y est très florissant et beaucoup de capitaux issus de l'argent des drogues, alors ça va des banlieues françaises au l'argent des cartels mexicains, s'investit dans l'immobilier à Dubaï. Parce que Dubaï est un paradis fiscal, il n'y a quasiment pas d'administration fiscale, donc c'est un paradis pour le blanchiment de l'argent. Alors, c'est vraiment très très intéressant et je crois qu'un des mérites de votre livre, c'est celui-là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la concrétude des choses. Et vous avez bien raison, beaucoup trop de souverainistes et de mouvements souverainistes pensent de manière méta à la souveraineté en parlant d'institutionnel, un peu comme certains défendent la 6ème République, sans aller vraiment dans le dur et compréhensible pour les gens. Et nous c'est un peu l'inverse, justement. Donc c'est le non-accès aux médicaments, c'est le non-accès à l'hôpital, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, nos soldats n'ont pas assez de munitions, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas les envoyer en Ukraine, c'est un peu comme après la crise de la Covid, mais il n'y en a pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez justement, en partant d'en bas, voilà les conséquences de ne pas avoir de souveraineté, c'est que c'est open bar pour la criminalité. Alors j'ai une question avec un peu d'humour. Est-ce que c'est plus facile de trouver de la cocaïne aujourd'hui en France que de l'amoxicilline et du paracétamol ? Je dirais que ça dépend des périodes, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est relativement facile de trouver de la cocaïne, puisque les trafiquants, les réseaux de trafic ne cessent d'innover. Et on a parlé d'une forme d'ubérisation de l'économie des drogues en France aujourd'hui, et ce à quoi on assiste et qui est très frappant dans les grandes évolutions, c'est le développement des systèmes de livraison à domicile. C'est-à-dire qu'il y a une partie à l'image de ce qui se passe dans la vie réelle, avec ce qu'on appelle l'ubérisation, la livraison à domicile de pizzas, de DVD, de toutes sortes de marchandises. Ben, c'est pareil aujourd'hui pour les drogues. Beaucoup d'usagers de drogue des métropoles notamment, qui appartiennent aux classes moyennes supérieures, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps, puis qui n'ont pas envie forcément de se rendre sur un point de deal, de peur de prendre une balle, parce qu'avec tout ce qui se passe sur les points de deal en ce moment, c'est quand même relativement risqué, ou de rencontrer la police. Donc les trafiquants qui ont un sens sociologique très aigu ont bien compris cette évolution et donc on assiste à une explosion du système de livraison à domicile. Ils utilisent les réseaux sociaux, les réseaux WhatsApp. Il y a toute une politique de marketing sur les prix notamment. Vous achetez 10 grammes, on vous fait un prix. Même le packaging des produits évolue. Alors ça, c'est peut-être l'effet de la concurrence. Chacun apporte sa petite marque. Et donc, il est relativement facile aujourd'hui de trouver de la cocaïne, surtout que son prix, en 20 ans, a diminué de manière très importante. Je suis amusé à reconstituer les prix en euros constants de la cocaïne. Je crois qu'un gramme de cocaïne, au début des années 90, c'était environ 300 €. Aujourd'hui, on peut trouver de la cocaïne à partir de 50, 60 €. Il y en a pour tous les goûts, même y compris les plus pauvres des pauvres, puisque, par exemple, dans les cités... l'offre s'adapte à une clientèle à un faible pouvoir d'achat en proposant des demi-grammes, des quarts de grammes. Donc il y en a pour tous les publics. Donc il y a un élargissement sociologique de l'usage. Les usages de cocaïne dans la société française ont été multipliés par 5 depuis 20 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous décrivez le caractère capitaliste de tout ce commerce des drogues. Mais même dans ce que vous venez de décrire, c'est le caractère capitaliste du dealer, à toutes les échelles du deal. Contrairement à la vision angélique qu'en ont certains, dans une gauche qui s'est un peu perdue sur ces questions-là, on a affaire à des capitalistes de l'ombre, de la marge, mais qui fonctionnent avec du marketing, avec du rendement, avec de contourner les impôts, sortir l'argent, le réinvestir. Ils sont hautement capitalistes. Alors pas tous, c'est une économie comme une autre. Il y a des rapports de classe aussi
dans le trafic de drogue. Vous avez ce que j'appelle la bourgeoisie du trafic, qui est déterritorialisée. Ce sont les élites mondialisées du trafic, dirait Chevènement. C'est-à-dire qu'ils sont installés à Dubaï, ils sont installés en Algérie, ils sont installés au Maroc, ils sont installés dans le sud de l'Espagne. Et puis, vous avez une strate intermédiaire qui sont les gérants, les lieutenants, les hommes de confiance qui organisent le procès de travail sur les lieux des points de deal. Et puis, vous avez l'immense majorité, puisque le deal, c'est une pyramide avec une élite, entre guillemets, tout en haut, et au bas de la pyramide, une armée de petites mains, ce qu'on appelle des petites mains, à savoir des guetteurs, de ce qu'on appelle des charbonneurs, qui est ceux qui alimentent les points de deal, qui vont chercher les nourrices aussi, ces habitants des quartiers qui sont choisis avec beaucoup de pression pour cacher les stocks. Donc vous avez aujourd'hui une économie qui doit être représenter environ 600 000 personnes. Alors qui ne travaillent pas à temps plein, en équivalent temps plein, je ne sais pas ce que ça fait, mais environ 500 000 600 000 personnes qui travaillent dans l'économie des drogues. L'écrasante majorité, c'est des petites mains qui sont très maltraitées parce que, et effectivement, les évolutions vont dans le sens d'un durcissement du marché du travail aussi. Il y a une sorte de néolibéralisme des bas-fonds. On parle de dealer Kleenex ou de marché national de l'emploi où on fait venir des jeunes en leur promettant, par exemple, 3 mois à Marseille pendant les vacances. Et la discipline de travail est absolument impitoyable. On l'a vu avec des faits divers atroces, notamment des phénomènes de barbarie, de torture pour des dealers qui ne respectaient pas les consignes des trafiquants ou la discipline de travail. Donc c'est une économie qui est stratifiée selon des logiques de classe, avec une bourgeoisie et un prolétariat des trafics. Et puis on a encore en dessous les producteurs, ceux qui cultivent la terre là-bas. Oui, alors bien sûr. Alors là, c'est les économies paysannes. Donc la résine de cannabis qui vient du Maroc. Donc c'est la région du Rif. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des enjeux politiques et sociaux, des logiques de classe aussi, puisque le Rif s'est spécialisé. Sa force dans la division internationale du travail, c'est la production de résine de cannabis. Ils sont le 2e producteur mondial, on pense, derrière l'Afghanistan. Ils approvisionnent le marché européen à raison de 95-98%. Et c'est une région rebelle et pauvre qui a trouvé cette spécialisation-là pour exister. Alors ça arrange aussi d'ailleurs le pouvoir marocain, puisque c'est un facteur de stabilité sociale. C'est-à-dire l'argent qui rentre, n'est pas énorme, puisque finalement, ce n'est pas là que se joue le haut des profits. Mais ça permet quand même la survie de centaines de milliers de personnes dans le Rif, qui est une région traditionnellement rebelle. On a entendu parler de Abdelkrim, 1923, le Parti communiste, Jacques Doriot, qui avait été en prison pour avoir lutté justement contre la guerre du Rif. On peut parler aussi de l'économie de la coca, aussi, des économies paysannes en Bolivie, en Colombie, etc., qui sont des économies. Et ça, c'est intéressant aussi dans l'économie politique, qui sont beaucoup développées dans les années 80, au moment où les modèles sociaux en Amérique latine basculent. En fait, les années 80, c'est pas seulement en Europe le passage au néolibéralisme avec l'avènement de Margaret Thatcher et Reagan, c'est aussi le cas en Amérique latine, où les politiques d'austérité commencent à se mettre en place. Le modèle qui avait été construit sur la substitution d'importation, un État très protecteur, explose. C'est le cas en Bolivie, c'est le cas en Colombie. Et donc ça va pousser des tas de paysans vers des économies alternatives illicites. Donc là aussi, c'est une question finalement très, très, très politique, très politique. Et bien sûr, cette économie a été parasitée par tout un tas de groupes. Alors en Colombie, ça va de la guérilla marxiste des FARC, des Forces armées révolutionnaires de Colombie, au cartel, etc., etc. Alors vous êtes un expert de la question des drogues. Vous avez travaillé pour une dizaine d'années. Vous intervenez à l'Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice. Vous faites des cours au Conservatoire national des arts et métiers. J'imagine sur les questions de sécurité. Vous êtes membre du conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que vous travaillez. Comment est-ce que vous accumulez tout ce savoir. Quelles sont vos méthodes pour arriver à ce tableau extrêmement intéressant, en même temps terrible, du trafic des drogues en France? Alors moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un organisme public qui travaillait sur la question, et notamment dans un dispositif qui était intéressant, qui mobilisait, qui était installé en fait en France sur 8-9 sites. Et j'ai vu effectivement l'évolution des consommations, de la montée en puissance des trafics. Donc on était implanté, et le dispositif existe encore, elle est toujours, dans 8 grandes métropoles françaises, avec des observateurs qui nous font des comptes rendus en fait chaque année, font remonter de l'information sur ce qui se passe. On travaillait également beaucoup avec les forces de l'ordre, puisqu'on faisait ce qu'on appelait des groupes focaux, c'est-à-dire des réunions une fois par an dans chaque ville pour faire le point avec la police et la gendarmerie sur l'évolution des trafics. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans, donc j'ai acquis effectivement une bonne connaissance des tendances. Et puis je me suis intéressé aussi, parce que par passion pour les relations internationales, pour les questions politiques, les rapports de domination entre le Sud et le Nord, à la question de la géopolitique des drogues. Et j'ai eu la chance de croiser Alain Labrousse, qui est un peu le fondateur, l'introducteur de la discipline de la géopolitique des drogues en France. Il a créé l'Observatoire géopolitique des drogues, donc voilà, des discussions, des échanges. Et puis, oui, l'autre aspect aussi sur lequel j'ai travaillé, c'est sur les questions de légalisation, notamment aux États-Unis, au Colorado et dans l'État de Washington. Mais on abordera peut-être la question de la légalisation plus tard. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une approche globale. Globale. Holistique. D'ailleurs, et internationale, et aussi, on le disait, historique. Parce que vous faites une généalogie du trafic des drogues qui a son importance pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Alors, je reviens dans mon livre sur le rapport entre l'histoire de l'humanité et l'histoire des drogues. C'est une très vieille histoire. La dimension de la consommation des drogues est consubstantielle à l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, ce qui différencie l'époque actuelle des consommations dans des sociétés premières, on va dire, c'est qu'il y avait une dimension très ritualisée dans les consommations. Déjà, c'était des drogues naturelles, c'est-à-dire que le cannabis qu'on retrouve sur des tombes du Xinjiang qui date de 4000 ans, donc qui prouve qu'effectivement c'était à la fois une plante sacrée, une plante qui accompagnait la vie quotidienne des gens, s'inscrivait aussi dans une dimension ritualisée et sacrée. Les plantes, c'est les plantes magiques, favorisant l'intermédiation entre les hommes et les dieux. Aujourd'hui, il y a eu au XIXe siècle la chimie moderne qui a permis d'isoler les alcaloïdes, de créer des produits beaucoup plus forts. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toute la dimension métaphysique a quasiment disparu. Alors, il y a eu une petite dimension métaphysique chez beaucoup de gens qui faisaient la route, qui allaient en Inde. Enfin, il y avait une recherche spirituelle. Dans les années 60, 70. Dans les années 60, 70, Woodstock. On allait en Woodstock. Encore un peu avec le New Age. Oui, on allait en Afghanistan chercher de la résine de cannabis. Voilà, donc il y avait une dimension spirituelle. Mais aujourd'hui, on est... Puis ça fait une trotte par rapport au quartier d'à côté. Et j'essaye de comprendre d'ailleurs pourquoi dans notre société les consommations de drogue ont explosé. Parce qu'il faut savoir que dans la société française aujourd'hui, malgré que il y a eu des consommations de cocaïne dans les années 20 en France, c'était le temps de la reine Coco, des fumeurs d'opium, et tout ça était relativement marginal par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rentré dans une consommation de masse. 5 millions d'usagers. Vous le dites, on n'a jamais consommé autant qu'aujourd'hui. Voilà, on n'a jamais et consommé. Pas qu'en France, dans toute l'Europe, et puis même dans le monde. Et puis la consommation de drogue se développe de plus en plus dans des pays comme l'Afrique, même l'Amérique latine. On a une vision, ça c'est une incise, on a une vision, le Sud producteur et le Nord consommateur. Ça devient de plus en plus faux, c'est-à-dire que le Sud se développe aussi, le Sud global se développe économiquement. On consomme de plus en plus en Amérique latine, on consomme en Afrique, on consomme en Asie. Donc, et on produit d'ailleurs de plus en plus dans les pays du Nord. C'est-à-dire que l'Europe, par exemple, aujourd'hui, est devenue un énorme producteur d'herbes de cannabis.
un énorme producteur aujourd'hui de drogues de synthèse, comme l'ecstasy et les amphétamines. La méthamphétamine aussi, on démantèle des laboratoires de méthamphétamine en partenariat, entre parenthèses, avec les cartels mexicains. Et on vient de découvrir... Voilà, on n'a pas abordé toutes les productions en Europe. La dernière tendance, c'est qu'on produit de la cocaïne aussi. On a démantelé des laboratoires. On importe la pâte base depuis l'Amérique latine. On a démantelé des laboratoires aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, capables de produire des quantités énormes de cocaïne. Donc toutes les cartes sont redistribuées aujourd'hui et les vieux clivages nord-sud, etc., sont de moins en moins inopérants. Mais j'ai oublié votre question première. C'était sur l'histoire longue. La question vraiment originale, c'est l'histoire longue des drogues qui permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez commencé par la consommation initiale qui était ritualisée. Religieuse, je disais que mystique. La consommation des drogues répond à des besoins aussi largement utilitaires. La pitié de Delphes, visiblement, elle ne respirait pas que que d'eucalyptus. Absolument. Et je crois que dans Homère, on parle de breuvage à base d'opium, etc. Enfin, voilà. D'ailleurs, les Grecs avaient une expression qui est le pharmakon, je ne sais pas, je n'ai pas fait de grec ancien, mais qui veut dire le médicament et le poison. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle, la cocaïne et l'héroïne sont des médicaments, sont des créations de l'industrie pharmaceutique. Je crois qu'il y avait même une sorte de crème de beauté en Grande-Bretagne, l'Angleterre victorienne, qui faisait des ravages justement à base de cocaïne. Oui, et puis la cocaïne était utilisée comme anesthésique, enfin dans des tas d'indications. Engels, dans la situation de la classe ouvrière en Angleterre, ou la situation de la classe laborieuse, je crois, à Manchester, parle des consommations d'opium, de laudanum, d'une sorte de médicament de breuvage que les femmes ouvrières qui travaillent beaucoup pour faire taire en quelque sorte leurs enfants, leurs nourrissons, administrent du laudanum pour les faire dormir, etc. Véritable catastrophe sanitaire. Donc en fait, on est rentré dans des logiques à partir du 19e siècle beaucoup plus utilitaires, des dimensions fonctionnelles de l'usage de drogue. Et aujourd'hui, c'est caricatural avec la cocaïne. Je me suis demandé, mais pourquoi, à certaines époques, c'est telle drogue? Pourquoi, par exemple, dans les années 60, on est dans l'héroïne, le LSD, qui sont plutôt des drogues de la dissociation, c'est-à-dire des drogues qui permettent de prendre sa distance vis-à-vis de la société. Et on voit bien pourquoi, parce que c'est l'époque de la contestation du système capitaliste, des rites qui nous imposent. Et aujourd'hui, à contrario, on a des drogues de l'hyperadaptation, c'est-à-dire que la cocaïne vous donne une sensation de surpuissance, et quand un cycle de consommation renaît à la fin des années 70 aux États-Unis, on la trouve beaucoup dans le milieu des businessmen, des traders, d'une bourgeoisie chic, et c'est une drogue chic, une drogue de la performance. Et pareil pour l'ecstasy dans les milieux festifs. Vous voulez dire que si c'est notre projet de percer dans la société, il peut y avoir une petite consommation. Vous faites allusion, mon cher. Je ne fais aucune allusion, moi non plus. Donc oui, c'est vraiment ce qu'un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg appelle la drogue de la performance par excellence. C'est-à-dire qu'il y a un basculement dans les années 80. On enterre les vieilles utopies 68ardes, Woodstock, dont vous avez parlé, etc. Et on rentre dans le les monde... ports de la perception, les mescales, tous ces trucs. Et on rentre dans le monde de la performance. Donc la cocaïne est une drogue de l'intégration système. Est-ce que c'est pas concomitant avec ce qui ressort parmi beaucoup de gens qu'on peut rencontrer, que ce soit des policiers, des médecins, des enseignants, des cadres en entreprise, la perte de sens global de la société, c'est-à-dire que l'effondrement des liens religieux, syndicaux, y compris nationaux, et donc c'est-à-dire qu'on a d'un côté la drogue performance, comme vous dites, et en même temps on a quand même un maintien, par exemple, le cannabis, c'est quelque chose qui permet de se détendre, de laisser filer le temps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est de l'ordre qui dit de la société, de sa perte de sens? Oui, ça dit beaucoup de choses de la société actuelle. D'ailleurs, je voulais parler d'un problème avant de répondre à votre question sur la question de l'héroïne, parce qu'on pense. Allez-y, je viens avec mes questions, vous venez avec vos réponses. C'est vous qui avez raison.
C'est une substance qu'on croit disparue. On n'en parle plus beaucoup de l'héroïne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous qui regardez un peu l'actualité, alors que ces dernières années, on n'a jamais saisi autant d'héroïne en France. Et quand on regarde la géographie des consommations d'héroïne en France, on voit que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans la Rust Belt américaine avec la crise des opioïdes. C'est que ça touche une France ouvrière désindustrialisée du nord-est de la France. Parce qu'on est proche aussi des Pays-Bas et de la Hollande, qui sont des zones de redistribution secondaire de toutes les drogues qui arrivent, où les dealers, les petits réseaux d'usagers revendeurs vont s'approvisionner. Donc il y a vraiment une consommation d'héroïne persistante qui reste en France dans des classes défavorisées. Donc c'est l'expression aussi d'une souffrance, probablement d'une perte de sens. Et ça nous ramène à la crise des opioïdes aux États-Unis, où les compagnies pharmaceutiques, qui commencent avec les compagnies pharmaceutiques, avec l'Oxycontin, et qui ont ciblé les régions en souffrance du nord-est industriel américain. C'est ça qui est terrible. On peut dire que il y a les industries pharmaceutiques, Big Pharma américain en particulier, qui sont des entreprises légitimes, entre guillemets, qui vendent des médicaments et qui ont considéré qu'ils avaient une fenêtre d'opportunité en allant concurrencer les trafiquants de drogue. Et en devenant eux-mêmes, sans jamais le dire. En fait, leur calcul a été économique, c'est-à-dire qu'ils avaient un comprimé qui est un opioïde, un antidouleur très très puissant, l'Oxycontin, qui était réservé qu'à des patients souffrant de cancer en phase terminale. Et en fait, il dit on a un produit magnifique, il va falloir le développer et trouver une clientèle. Et donc, ils ont développé des plans marketing, ils ont fait des études de marché et ils ont dit on va élargir la prescription d'Oxycontin à des patients souffrant de douleurs chroniques. Mal au dos, Oxycontin, mal aux dents, Oxycontin, mal à la jambe, rhumatisme, Oxycontin. C'est comme ça que c'est parti la crise des opioïdes, qui a tué 700 000 Américains en 20 ans. Hein. C'est une crise de santé publique peut-être la plus grave de ce pays qui est d'ailleurs une des causes de la diminution de l'espérance de vie aux États-Unis ces dernières années. Oui. C'est une véritable catastrophe sanitaire. Sans jamais que l'État y voit quelque chose à redire. Alors, il y a eu des réactions, mais il était trop tard. C'est-à-dire l'Oxycontin a amorcé en quelque sorte la pompe. La deuxième étage de la fusée, c'était l'héroïne. C'est-à-dire quand ils sont rendus compte que l'Oxycontin, victime de son succès, rendait des tas de gens dépendants, que se développait une économie parallèle, que les gens étaient dépendants, ils ont essayé de freiner un peu les prescriptions, de faire en sorte de créer par exemple des comprimés qui ne soient pas injectables, que les gens ne puissent pas s'injecter. Et donc il y a un deuxième acteur qui est rentré en lice, c'est non pas les cartels pharmaceutiques, mais les cartels mexicains tout court. C'est-à-dire qu'eux aussi ont ciblé d'ailleurs les régions des États-Unis où il y a le plus de centres méthadone, où les gens avaient des problèmes d'addiction. Et donc ils ont relancé la production d'héroïne au Mexique. Et quasiment la totalité de l'héroïne consommée aux États-Unis provenait du Mexique. Et c'était la deuxième vague. En fait, il y a eu une renaissance du marché de l'héroïne aux États-Unis. Et ce à quoi on assiste, c'est à une troisième vague aujourd'hui avec le fentanyl qui provoque la mort de 70 000 à 80 000 Américains chaque année. Fentanyl qui nous vient... Pardon ? Le fentanyl nous vient de... Alors le fentanyl, c'est les industries pharmaceutiques aussi. Oui, alors là c'est plutôt la Chine aussi, là c'est la mondialisation. Il faut savoir que la Chine, depuis 30-40 ans, s'est développée à la fois une industrie chimique qui, entre parenthèses, produit des précurseurs chimiques qui permettent de produire des drogues. Et notamment, il y a des connexions entre la Chine et le Mexique en termes de trafic de précurseurs. Pour produire de l'héroïne, il faut un certain nombre de produits chimiques. Pour produire de la méthamphétamine, donc il y a des filières sino-mexicaines qui se sont créées avec des relais liés à l'immigration chinoise des années 20. Hein. Beaucoup de prolétaires chinois sont venus construire les chemins de fer au Mexique dans les années 20. Sont arrivés d'ailleurs, entre parenthèses, avec leurs problèmes d'addiction, qui était une lointaine conséquence des guerres de l'opium. Et donc, ils ont introduit et développé la culture de l'opium au Mexique. Voilà, tout est lié. C'est vraiment un monde formidable. Est-ce que les Chinois font un retour de bâton long Alors, certains... Par rapport aux guerres de l'opium qu'ils ont suivies. Effectivement, certains regardent du côté de Pékin avec les Allemands disent Schadenfreude, une joie mauvaise, ce qui se passe
Mais bon, le paradoxe, c'est que ça touche beaucoup les États-Unis. Et pour une fois, ils n'étaient pas dans le coup, là. Dans les guerres de l'opium, c'est surtout l'Angleterre, et pour la deuxième, la France. Hein. On se souvient du poème de Victor Hugo sur le sac du palais d'été. Mais effectivement, il y a une dimension de la revanche, parce que les Chinois n'ont pas oublié, bien sûr, les guerres de l'opium, l'humiliation, les traités inégaux, etc., etc. Alors, le fentanyl, je disais que l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique s'est beaucoup développée en Chine. Et que donc le fentanyl, c'est un médicament. C'est un médicament antidouleur extrêmement puissant, utilisé comme anesthésique, 50 fois plus puissant que l'héroïne, 50 fois plus puissant que la morphine. C'est-à-dire qu'une dose infime de 2 mg peut vous faire mourir. Vous importez 1 kg de fentanyl qu'on vous envoie du Mexique par colis postal. Avec 1 kg, vous pouvez faire mourir 500 000 personnes. Donc, à surveiller. Et donc, en l'occurrence, ça tue donc beaucoup de gens chaque année aux États-Unis. Donc, en fait, le processus est suivant. Une partie de l'industrie pharmaceutique chinoise produit du fentanyl. Le fentanyl est détourné par des structures criminelles à l'intérieur de ces compagnies pharmaceutiques, qui les envoient au Mexique, au cartel mexicain, qui les transforme en comprimés d'oxycontin, pour la plupart, et qui les revendent sur le marché parallèle. Et donc, beaucoup de gens meurent compte tenu de la puissance de cette substance. Donc là aussi, on est dans les frontières, le flou, le gris entre le légal et l'illégal. Et c'est un sujet géopolitique, d'ampleur géopolitique. Vous avez vu, vous qui êtes un observateur des relations internationales, la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden, qui a eu lieu en novembre dernier, je crois, sur la côte ouest. Je ne sais plus si c'est à San Francisco, oui, où il a été question fortement du fentanyl. Et donc, la DEA a fait toute une liste noire des compagnies pharmaceutiques chinoises qui sont concernées par ce trafic. Donc, c'est un sujet d'ampleur géopolitique maintenant. Et d'ailleurs, vous avez souligné l'importance de l'hôpital public face à la crise des opioïdes aux États-Unis. Le fait d'avoir un service public permet d'avoir moins de drames que dans un pays où dès qu'on n'a plus assez d'argent... Vous avez raison, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique aux États-Unis n'est pas régulée comme en Europe et en France. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire de la publicité. Quand on voit, par exemple, qu'on vendait, quand Purdue Pharma a fait la promotion de l'Oxycontin, il y avait des petits objets, on appelle ça comme ça, des objets dérivés, des t-shirts, même des clips. On voyait Get the Swing with Oxycontin. On voyait un couple de rhumatisants qui, grâce à l'Oxycontin, se mettaient à danser, etc. Donc il y a eu des pubs, des publicités. Il y a eu un budget marketing énorme pour rendre malade, en quelque sorte, la population américaine. C'est une sorte de guerre de l'opium interne menée contre une partie de la population américaine, qui était d'abord la classe ouvrière blanche, en déshérence. Et puis, bon, là, maintenant, ça touche beaucoup les métropoles, ça touche toutes les classes de la société. Dernièrement, le petit-fils de Robert De Niro est mort d'une surdose de fentanyl. Donc, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, l'industrie pharmaceutique en France est beaucoup plus régulée. On ne pourrait pas faire ça, des publicités, n'importe quoi, ce qu'ont fait les Américains. Mais en tout cas, le mal est fait maintenant, et les Américains... on ne voit pas vraiment de signes d'amélioration. Je regardais encore les statistiques de mortalité, c'est un peu moins... Parce qu'ils ont des techniques maintenant en cas de surdose pour sauver les gens avec, je crois, un produit qui s'appelle, je ne dis pas de bêtises, l'analoxone. Donc ça évite une mortalité supplémentaire, mais bon, le nombre de morts continue d'augmenter. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens continuent aussi de mourir de cocaïne, de tas d'autres choses. Donc les Américains, les États-Unis, c'est un pays très paradoxal. Quels sont les principaux couloirs de trafic arrivant en France, puisqu'on va s'intéresser... Oui, en Europe, puisque en fait le marché français est alimenté aussi maintenant depuis, en cocaïne notamment, depuis les Pays-Bas, puisque je disais que les Pays-Bas et la Belgique sont des plateformes de redistribution.
de l'héroïne qui arrive d'Afghanistan, et puis surtout alors des flux énormes de cocaïne. C'est la route transatlantique de la cocaïne. La grande route qui part du Brésil, du port de Santos, jusqu'à Anvers, jusqu'à Rotterdam, jusqu'à Hambourg, jusqu'au Havre, même si on est encore petit joueur au Havre, puisque à Anvers, on a saisi l'année dernière plus de 110 tonnes de cocaïne, ce qui est énorme. Une multiplication par 20 en 10 ans. Au Havre, on n'en est qu'à 10 tonnes, mais à l'échelle de la France, ça reste quand même très, très important. Donc, on pense que 80% du trafic de cocaïne passe par les mers, passe par les porte-containers, et aussi on a du trafic de mules, parce qu'on est affecté géopolitiquement par la situation en Amérique latine, par notre territoire guyanais, notre région d'outre-mer, et qui avoisine un narco-État qui s'appelle le Suriname, dont les dirigeants sont impliqués. Le dirigeant qui s'appelle Bouterse était recherché par la DEA, son fils aussi par la DEA. Enfin, c'est un grand lieu de trafic de la cocaïne. Et en fait, là, on a assisté à un pur effet ballon. Il y avait une ligne de mules qui partait du Suriname par avion commerciaux vers les Pays-Bas, l'ancienne colonie. Les Hollandais ont mis le holà à ce trafic en introduisant des contrôles à l'aéroport de Schiphol, et donc ils ont décidé de passer par Cayenne en voyant la vulnérabilité de Cayenne. Et depuis, le trafic explose en Guyane. On pense que 15 à 20% de la cocaïne qui arrive en France provient de Guyane par le trafic de mules. Alors les mules, ce sont des gens qui incurgitent des boulettes, on les appelle aussi les bouletteux. Ils sont capables d'absorber plus d'1 kilo d'héroïne, 1 kilo de cocaïne. 1 kilo de cocaïne, c'est 30 000 euros sur le marché de gros, donc 30 000 euros dans le ventre, ou dans les bagages, incorporés ou dans les bagages. Et donc, mis bout à bout, c'est absolument énorme, considérable. Donc, la Guyane aussi est affectée par le phénomène des trafics de cocaïne, de la violence, des facteurs aussi liés à l'immigration clandestine, à l'orpaillage, etc., et qui contribuent à la déréliction de ce territoire, avec des questions de corruption, puisque je crois qu'on n'arrête pas que des pauvres errent, des mules, qui sont en général des gens pauvres, etc., qui sont payés 5 000 euros pour transporter 1 kilo, 2 kilos de cocaïne en métropole, mais aussi des gens qui appartiennent à des élites politiques qui veulent aussi gagner de l'argent. Donc voilà, je dirais la cocaïne, c'est essentiellement les mers, le container, mais aussi le trafic par l'aviation commerciale. Est-ce qu'on a un couloir à travers le Sahel, qui est une zone de criminalité on en a beaucoup parlé, qui se développe? Oui, alors on en a beaucoup parlé. On a parlé de narco-djihadisme, on a parlé effectivement de beaucoup de... Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un fantasme. Alors il y a effectivement du trafic qui passe par l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu l'affaire en 2010-2011 du Boeing qui atterrit dans un désert chargé de tonnes de cocaïne. Il y a eu des affaires de règlement de compte au plus haut niveau de l'État de la Guinée. Donc il y a eu des affaires de corruption. Il y a de la cocaïne qui passe, mais pas autant qu'on le pense. Moi je pense que vraiment les grosses voies, c'est la route du Nord, donc qui débouche sur les grands ports, et puis la route du Sud aussi, puisqu'il ne faut pas oublier l'Espagne, qui est une grande zone de transit de la cocaïne destinée au marché européen. C'est-à-dire que les ports espagnols sont des endroits aussi stratégiques pour les trafiquants. D'où d'ailleurs le fait que nos amis des cités qui sont installés en Espagne, où passe la résine de cannabis, se sont mis aussi à trafiquer de la cocaïne. Depuis maintenant une dizaine d'années. Par exemple, vous prenez une ville comme Marseille, dans tous les points de vente, on vend de la cocaïne. Résine de cannabis, cocaïne, c'est vraiment les deux produits phares aujourd'hui du trafic. Ce qui pose le problème de l'état des douanes françaises, qui sont affaiblies, réduites dans leurs effectifs, et qui ne sont pas assez nombreuses pour contrôler ne serait-ce que les containers arrivant au Havre. Oui, alors ça c'est un problème général. Marseille, on parlait de crise du régalien en France, de crise de la souveraineté. Je crois qu'effectivement on a vécu sur le mythe ces dernières années de la mondialisation heureuse, du désarmement généralisé, baisse des budgets militaires, plus de guerre. Un Américain, Kagan, disait c'est le continent de Vénus, je crois, l'Europe.
plus de besoin de frontières, l'espace Schengen, libre circulation, etc. Donc on a diminué les effectifs des douanes, assez sévèrement d'ailleurs, parce que je regardais les chiffres. Les effectifs de la police et de la gendarmerie ont plutôt stagné, mais finalement ont baissé relativement à l'augmentation de la population, puisque entre 2007 et aujourd'hui, ça a stagné, la population a augmenté, donc baisse relative. Mais les douanes, je crois, ont perdu depuis 20 ans 15 à 20% de leurs effectifs. D'ailleurs, il y a une autocritique qui se fait à l'échelle européenne, puisque la Belgique est en train de réarmer ses douanes. C'est-à-dire dans le port d'Anvers, on vient d'embaucher beaucoup de douaniers. Et cas intéressant, l'Allemagne, elle, n'a pas désarmé ses douaniers qui sont en poste, en plus, à ses frontières. Alors là, je ne suis pas un spécialiste. C'est les douaniers qui nous l'ont expliqué. Le comparatif d'évolution des douanes françaises et des douanes allemandes, les douanes allemandes se renforcent, tant en effectif que dans leurs prérogatives, accompagnent les entreprises allemandes, et en plus sont postés aux frontières. Alors que la frontière, pour les douaniers, a été largement abandonnée pour des enquêtes internes. Enfin, bon, ils peuvent agir à d'autres endroits du territoire, mais un affaiblissement relatif. D'ailleurs, on a dit les frontières sont dépassées, etc. Enfin bon, ce qui était une erreur, parce que le paradoxe de la mondialisation, c'est aussi la destruction des empires et puis la multiplication des États-nations, mais aussi d'États faibles. Donc il y a une prolifération des frontières aussi, avec des États trop faibles. Mais nous, on a vraiment vécu sur le mythe, effectivement, de libre-échange généralisé. Je cite d'ailleurs une sociologue marseillaise qui dit que l'espace Schengen a été vraiment une opportunité formidable pour les trafiquants de drogue. Et par l'absurde, la crise du Covid nous a montré que le rétablissement des frontières a eu un effet sur les trafics de drogue, puisqu'il y a eu un effondrement des trafics de résine de cannabis pendant la période de fermeture des frontières. C'est-à-dire que le Maroc a fermé ses frontières, l'Espagne a fermé ses frontières, la France a fermé ses frontières, et on a assisté à des phénomènes de pénurie de résine de cannabis. Donc ça montre bien que les frontières aussi peuvent avoir une utilité pour lutter contre le trafic de drogue. Alors, puisqu'on parle de lutter contre le trafic de drogue, ça amène à une question, évidemment, on a toujours envie de poser à un expert comme vous, c'est que faire ? Comment lutter réellement ? Ou est-ce qu'on est déjà dans une paralysie totale ? Est-ce qu'on peut encore agir ? Et si oui, que faire ? Oui, on peut toujours agir. Autant je pense que la situation dans un certain nombre de pays du tiers-monde, enfin de l'ex-tiers-monde, comme le Mexique, est quasiment désespérée vu l'ampleur prise par le crime organisé. Donc je pense qu'il y a vraiment des États qui sont, comme disait René Dumont, disait que l'Afrique est mal partie. Et là, il y a vraiment des situations tragiques en Amérique latine. On voit dans des pays comme la Colombie qui ne s'en sort pas, malgré les accords et la politique de Gustavo Petro. Ils battent chaque année des records de production de cocaïne. Le Mexique, les cartels, l'Équateur qui basculent. Donc je pense qu'en France, bien sûr, on n'en est pas là et qu'il y a des possibilités de réaction. Ce qu'on peut dire sur la politique de l'État français, c'est un constat déjà sur 40 ans, que la grande faillite sécuritaire en France, c'est depuis 40 ans d'avoir laissé proliférer ces enclaves criminelles, donc, qui ont pris une dimension de plus en plus difficile à contrôler. Et donc lutter pour l'éradication de ces zones criminelles, qui sont aussi un scandale démocratique, parce que ça concerne des millions d'habitants de ces quartiers, qui, eux, n'ont pas le droit à la paix, à la sécurité, aussi à la richesse, puisque je montre que les trafics, en fait, enrichissent une petite minorité de trafiquants, mais appauvrissent globalement ces quartiers, c'est-à-dire les commerces de proximité s'en vont, les entreprises ne veulent plus y investir, les ménages les plus dynamiques ne veulent pas s'y installer et s'en vont. Enfin, voilà. Donc c'est un scandale démocratique parce que des millions de nos compatriotes n'ont pas droit à la sécurité et vivent sous un régime d'exception. Donc faillite de l'État français. À quoi est due cette faillite ? Je pense qu'ils ont méprisé un certain nombre d'avertissements. Il y a eu dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez du commissaire de police Lucienne Buitrongue, de la direction des renseignements généraux, une normalienne, une femme extrêmement intelligente, qui
qui a vu se développer les phénomènes de violence urbaine, d'incivilité, de trafic, qui a lancé des alertes, qui n'a pas été écouté, qui a tenté de faire une estimation des premières cartographies du phénomène des trafics, pas écouté. Il y a eu le Parti communiste. Rappelez-vous de la campagne de Georges Marchais contre les trafics de drogue et d'héroïne dans la campagne présidentielle de 80-81, accompagnée effectivement d'une campagne pour l'arrêt de l'immigration. Vous avez eu dans les années avec 2000, aujourd'hui Usul, je ne sais pas si vous connaissez, qui se moque. J'ai entendu parler. Une vidéo tout à fait intéressante sur le délire dans lequel on peut tomber, se moque de Georges Marchais, où il reprend une vidéo où il dit moi, je ne choisis pas la drogue pour la jeunesse, je choisis le sport, comme étant quelque chose de complètement débile et rétrograde. Alors qu'en vrai, je suis débile et rétrograde parce que je le cite. Heureusement qu'il faut faire ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, c'est lié à la perte de sens, le sens. Il faut savoir, je dirais, si je devais répondre à Ouzoul, que le mouvement ouvrier a toujours combattu le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les bandits, et ceux qui sont achetés et qui se vendent à la bourgeoisie, et que les remèdes que préconisaient Marx et Engels contre le lumpenprolétariat étaient vraiment fermes et sans concession. Je pense à Engels qui parlait des voleurs qui profitaient des émeutes, des révoltes en 1948 pour piller les boulangeries, le sort qu'il leur réservait. Je n'en parlerai pas. Donc le mouvement ouvrier, sa tradition, c'était de lutter contre le lumpenprolétariat. Cette tradition s'est perdue et je pense même que la prolifération du crime organisé dans ces quartiers a contribué à la destruction du mouvement ouvrier en France. En tout cas, à sa profonde crise, à ses clivages. Si je peux me permettre, moi j'habite en banlieue et les petites classes moyennes d'origine, y compris immigrées récentes et prolétaires, ont des rapports à cette criminalité qui est de l'ordre de celle d'Engels. C'est vraiment pas sympathique. C'est-à-dire qu'on est même très violent. C'est une proposition de riposte militaire, souvent. Mais on voit que les années 80 ont été des années vraiment charnières dans cette histoire, puisque on voit par exemple une représentation fantasmée de ce qu'on appelle les zones sensibles, des cités comme le Val-Fouré, qui a été construite pour travailler avec les usines de Flins, etc. On voyait que dans les années 60, 70, il y avait toute une population qui était relativement mélangée. Il y avait des cadres, il y avait des ouvriers, il y avait des contremaîtres. Tout le monde vivait en bonne intelligence et l'arrivée alors de ces trafics, des premières émeutes urbaines, sur fond aussi de désindustrialisation, a provoqué une crise du modèle des banlieues françaises. C'est là que date le début de l'effondrement du Parti communiste, qui était une force d'encadrement énorme. Quand on voit la Seine-Saint-Denis des années 70, nombre de municipalités, aujourd'hui il y a plus de permanence, il y a moins de permanence du PC que de mosquées en Seine-Saint-Denis. Enfin, on a assisté vraiment à un bouleversement général. Et donc, tout ça, voilà, s'est développé donc, depuis 40 ans et l'État n'a pas su faire face, n'a pas écouté les avertissements des uns et des autres. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est débordé par le phénomène. Ce qui m'a beaucoup frappé avec la vague atroce de règlement de compte, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de Marseille, même en remontant à la French Connection, 50 morts, 120 blessés, enfin c'était vraiment du jamais vu dans l'histoire de la vie. J'ai regardé les statistiques, il y a peut-être 85-86 la mort de Gaëtan Zampa, où il y a eu pas mal de règlements de compte, mais là on a battu tous les records. Plus vous avez vu les victimes collatérales, les gens qui n'ont rien à voir avec le trafic, les étudiantes qui travaillent chez elles, qui sont... Bon, tout ça d'ailleurs contribue à... On parle de Marseille comme la ville du vivre ensemble fédérée autour de l'OM. C'est la ville des résidences fermées, Marseille. Énorme prolifération de l'industrie des résidences fermées. C'est-à-dire les gens se séparent les uns des autres. À l'américaine, gated communities. Donc le vivre ensemble dans ces conditions, c'est une gigantesque blague et hypocrisie. Donc l'État n'a pas su faire face. Aujourd'hui, ce qui m'a frappé, oui, c'est que je reviens à mes propos, Darmanin a parlé de renfort. Il n'a cessé, alors c'était pathétique. Un mort à Nîmes, j'envoie la CRS 8. Un mort à Marseille, j'envoie la CRS 8. Un mort à Besançon, un mort... enfin, voilà, c'était grotesque. On est dans la réaction. Alors, les forces de police travaillent. On n'a jamais autant saisi de drogue. On n'a jamais arrêté autant de trafiquants.
Je regardais les statistiques, l'âge d'or de 1975. On arrêtait 4000 personnes pour infraction à l'usage et au trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, on arrête 200 000 personnes. Vous voyez l'ampleur du phénomène. Donc, aujourd'hui, pour reprendre les choses en main, je pense qu'il faudrait un projet. Alors, pour mettre fin au scandale démocratique dont je parlais, du droit à la sécurité pour tout le monde, c'est d'arriver à un plan pluriannuel de destruction, effectivement, de ces territoires perdus et leur réintégration dans la République. Comment ? D'ailleurs, l'État, par lui-même, parle de reconquête républicaine. Et en se fondant sur l'application de la loi, parce que c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer la loi. La loi est très sévère en France, mais elle n'est pas appliquée dans toute sa rigueur. Et il y a des cas franchement scandaleux, des cas qui relèvent des cours d'assises spéciales, parce qu'aujourd'hui, le trafic de drogue en bande organisée, théoriquement, est justiciable des cours d'assises spéciales. C'est-à-dire que les cours d'assises spéciales ont été créées après l'abolition de la Cour de sûreté de l'État. Elle juge des affaires de terrorisme et depuis 92 ou 96, des affaires liées au crime organisé. Pourquoi ? Pour éviter la pression sur les jurys populaires. Les peines qui sont prévues pour importation en bande organisée, pour production de drogue, sont très sévères. Ça va 20 ans, 30 ans, voire la perpétuité. Et ben, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une sorte de laxisme judiciaire ou de manque de moyens, de manque de magistrats spécialisés dans les questions du crime organisé. Donc la facilité, c'est de correctionnaliser. Je pense à une affaire qui a eu lieu il y a 1 an, par exemple. On a démantelé dans la cité des Bouts-en-Train à Saint-Ouen un réseau qui fonctionnait depuis une dizaine d'années, qui tenait 2 tours, qui dégageait des millions d'euros de trafic. Le chef, qui est responsable d'ailleurs de la liquidation d'un de ses concurrents, qui est en cavale au Maroc, avec ses lieutenants, est passé au tribunal correctionnel, a été condamné à 8-9 ans de prison, alors que théoriquement, il en risque 30 ans. Et je pense que la réponse pénale est absolument fondamentale. Et on a un précédent historique, c'est la manière dont on a réussi à en finir avec la production d'héroïne en France par les filières corso-marseillaises. Et on l'a fait grâce à quoi ? À la loi du 31 décembre 1970 qui a durci considérablement les peines et qui a fait que beaucoup d'acteurs de ce trafic se sont dit « le jeu n'en vaut plus la chandelle ». J'ai un exemple, si vous le permettez, c'est un exemple d'un chimiste corse qui s'appelle Césari, Joseph Césari. C'était un des meilleurs, c'est quasiment un alchimiste, il était capable de transformer 1 kilo de morphine base en 1 kilo d'héroïne, de très bonne qualité, entre guillemets. Il est arrêté une première fois en 1964 à Aubagne, dans une maison de l'arrière-pays. Alors là aussi une incise, ceux qui disent mais ça a toujours existé, etc. Sauf que la différence entre la French Connection et les filières d'aujourd'hui, c'est qu'elles n'occupaient pas des territoires entiers. Ils avaient des petites maisons dans l'arrière-pays, des mâts, où ils produisaient leur héroïne. Ils n'occupaient pas des territoires entiers avec toutes les nuisances. Ça, c'est entre parenthèses. Donc notre ami Césari est arrêté en 1964. Et les peines prévues à l'époque pour production de stupéfiants étaient très peu élevées en France, 10 ans. Dans un contexte où l'État s'en fichait à peu près parce que l'héroïne était destinée au marché américain, parce qu'il y avait de la corruption dans la région de Marseille, parce que donc, dans un contexte où les drogues n'étaient pas un enjeu, je crois que l'OCERTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, il y avait 15 fonctionnaires à l'époque. Enfin, c'était ridicule, c'était pas un sujet. Et puis, alors là, les Américains vont faire une grosse pression sur Pompidou après la mort de De Gaulle en disant ça peut plus durer comme ça, 75% de l'héroïne qu'on consomme vient de chez vous, maintenant vous devez saisir. Donc Nixon a écrit à Pompidou. La loi de 70 est passée, et alors là, c'était plus la même chose. C'est-à-dire que les peines passaient de 10 à 20 ans de prison, voire 30 ans en cas de récidive. Et notre ami Césari, qui avait été condamné à 7 ans de prison pour... non, j'ai dit une bêtise, c'était pas 1 kilo d'héroïne, c'était 100 kilos d'héroïne. 7 ans de prison. Il est libéré par anticipation pour raison de santé. Notre ami recommence très vite. Et le malheureux est réarrêté après l'adoption de la loi de 70, va être condamné à 20 ans de prison, désespéré, c'est pendu. Et c'est le début de la fin des filières de la French. C'est-à-dire que ça va...
encore, les métastases vont encore durer quelques années, si vous voulez, mais beaucoup d'acteurs de ce business se sont retirés par peur de l'application de la loi. Oui, mais certains vous diraient on n'a jamais autant arrêté, les prisons sont remplies au-delà du nombre de places, alors qu'on a construit des places supplémentaires. Il y a un sous-dimensionnement quand même, je pense, qui est mesurable, de l'appareil judiciaire français. Il y a un problème de place visiblement dans les prisons. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter au phénomène. On est obligé de prendre en compte la réalité d'un phénomène. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, on a par exemple la police judiciaire à Marseille, a été renforcée, mais pas suffisamment. Vous interrogez les policiers localement, ils vous disent qu'il y a des gens, il y a des centaines de personnes qui sont identifiées au terme d'enquêtes circonstanciées, qu'on devrait arrêter, qu'on ne peut pas arrêter parce qu'on n'a pas les effectifs. Pas assez de magistrats spécialisés sur le crime organisé. Donc il faut revoir tout le système, en amont, en aval. Alors il y a une grande hypothèse qu'on a à République Souveraine, vous allez me dire si on a tort ou pas. Tout à l'heure vous aviez évoqué, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, de Flins et tous ces grands ensembles qui ont été construits dans les années 70 et qui étaient accolés plus ou moins à des usines et des sites de production. Oui. Or, changement de nature du capitalisme qui devient international et financier, Union européenne, traité de libre-échange, fin des politiques protectionnistes, fin de l'URSS, désindustrialisation relativement massive, on peut considérer, délocalisation et tout à coup des grands ensembles où il n'y a plus, ou en tout cas pas avec le même volume de travail, alors que les populations, elles, augmentent. Et puis cette fois-ci avec des gens qui ne sont plus immigrés, mais sont français, parce que des enfants sont nés en France. Mmh. Est-ce que une des solutions n'est pas justement la réindustrialisation, retrouver du travail, enfin retrouver du sens à l'existence et ne plus être juste comme ça dans des lieux aussi abandonnés sur la question du travail. Et ça fait d'autant plus écho à ce que vous avez dit sur sur ce lumpenprolétariat, sur ce prolétariat des dealers, c'est-à-dire tous ces gens qui... Il y en a qui visiblement vivent très très bien, mais il y en a qui ont l'air d'être en bas de l'échelle et qui finalement peut-être préféraient avoir un bon emploi industriel que d'être une sorte de fantasme de vie aisée qu'il n'est jamais. Oui, non, mais c'est sûr qu'effectivement, de toute façon, je l'ai dit, le grand tournant des années 80, c'est effectivement les changements démographiques liés au plan familial, l'éclosion des trafics de drogue, les émeutes et la désindustrialisation. Donc il est évident qu'en fait, en France aujourd'hui, il y a regardez le nombre de jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. 160 000 sur 800 000. 160 000. Donc c'est une armée de réserve potentielle. Et regardez le fait aussi que... C'est pas comme si tous ceux qui sortent avec un diplôme, il y a beaucoup de... Aussi. Prochaine surprise. Regardez aussi l'alternative que peut constituer les trafiquants qui poussent beaucoup de jeunes à se déscolariser. Les proportions dans certains quartiers de Marseille de déscolariser est impressionnante. Donc ça fournit un modèle alternatif dans le contexte d'une société qui valorise le fric. Donc Jean-Claude Michéa parlait de Golden Boy des bas-fonds, de néolibéralisme d'en bas, avec toute une culture, avec l'affaiblissement du mouvement ouvrier, des valeurs de collectif, des valeurs de solidarité, l'individualisme, l'idéologie Kaira, enfin ce qui s'exprime à travers beaucoup de clips de rap. On voit les valeurs, entre guillemets, qui passent à travers ces chansons et ces clips. Donc effectivement, il y a un projet de reconstruction à long terme. Ça passe probablement par plus d'emplois, plus une réindustrialisation, des politiques protectionnisme, l'abandon de l'euro, enfin ce que vous voulez. Mais ça, c'est des perspectives à long terme. On ne va pas réindustrialiser comme ça prendra du temps. Et puis il y a une réponse urgente, c'est-à-dire que dans la France d'en bas, la France des territoires perdus, les choses se délitent rapidement. Il y a une course de vitesse qui est engagée entre le frérot-salafisme et le développement des trafics. Et je crains que s'il n'y a pas une réaction rapide d'ici 10, 15 ans, 20 ans, je pense que, vu la rapidité de la dégradation, la France, c'est mon inquiétude d'ailleurs, j'ai voulu faire un portrait de la France à travers le prisme des trafics de drogue.
Enfin, je pense que nous sommes très mal partis. Eh bien, ça nous fait une excellente conclusion, ce qui signifie qu'il faut bien évidemment voter et s'engager et que, encore une fois, je vous invite ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici à lire ce livre en raison de la corrélation entre le néolibéralisme, politique libre-échangiste et développement du trafic de drogue. C'est clair et net en vous lisant qu'on ne peut pas s'en sortir non plus s'il n'y a pas une réorganisation profonde de la mondialisation économique et qu'on ne reprenne pas le contrôle sur ses frontières, sur les politiques protectionnistes et sur la manière de gérer, d'aborder ces questions de drogue. Donc voilà, Drugstore, je vous invite à le lire. Si vous avez aimé, et en particulier si vous êtes arrivé jusque-là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, encore une fois, pour ceux qui voudraient bien nous aider, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et nous faire un don de 5 €. On vous en remercie par avance et on vous dit à bientôt au prochain épisode. Merci Michel Gandillon. Merci à Bravo vous pour votre travail. Merci.